Je vais te raconter une histoire. Mon histoire, celle que j'aurais préféré ne pas vivre. Mais une histoire qui m'a changé à jamais. Il y a 3 ans, je travaillais pour une entreprise moyenne. Rien de spectaculaire. Une boîte classique. Je n'étais personne. J'étais développeur junior. Payé correctement mais sans statut. Mon patron s'appelait Stéphane. C'était un homme faible, pas méchant, faible. Il avait accédé à ce poste par seniorité, pas par compétence. Et moi j'étais jeune, ambitieux, et surtout, j'étais bon dans mon travail. C'est là que tout a commencé à dérailler. Chaque projet que je complétais, je le terminais avant la date prévue, avec une qualité supérieure sans erreur. Stéphane devait présenter ses résultats à sa direction. Et il les présentait comme siens. Naturellement, j'imaginais que c'était du jeu normal. Un junior n'est censé attendre aucun crédit. J'étais naïf, monumentalement naïf. Puis un jour, j'ai découvert quelque chose, en lisant un email envoyé par erreur à tout l'étage. Dans cet email, le directeur félicitait Stéphane pour son leadership visionnaire et sa capacité à gérer des projets complexes. Stéphane était présenté comme le cerveau. Moi, j'étais une ressource, un outil, une ligne de budget. À cet instant, je n'ai pas ressenti de la colère. J'ai ressenti de la clarté et j'ai décidé, j'allais faire mieux encore, plus vite encore. Je voulais prouver ma valeur, je voulais montrer à la direction qui était vraiment responsable de ses succès. C'était mon plus grande erreur. Au cours des 6 mois suivants, j'ai livré 5 projets majeurs en avance. Chacun était devenu référence dans l'industrie. Les résultats parlaient. Partout dans la boîte, on ne parlait plus que de ses succès. Et je voulais que tout le monde sache que c'était moi. Erreur numéro 2. Un jour, Stéphane m'a convoqué à son bureau. Son expression était différente, pas menaçante, anxieuse. Il m'a dit: Écoute, les gens parlent. Ils parlent de toi, de ce que tu fais, c'est bien, mais il s'est arrêté. Puis il a continué. Tu sais, je dois protéger ma crédibilité aussi. Je dois montrer que je suis toujours le leader ici. Ce jour-là, j'aurais dû comprendre la loi, un des 48 lois du pouvoir. Ne surpasse jamais le maître Robert Greene l'explique à travers l'exemple de Nicolas Fouquet. Fouquet était surintendant des finances de Louis XIV. Il était brillant. Il avait accumulé une fortune colossale. Et un jour, il a décidé de faire une fête monumentale pour impressionner le roi. Une fête somptueuse, digne des plus grands châteaux. Il voulait montrer au roi à quel point il était capable, puissant, influent. Le roi l'a observé. Il a vu l'arrogance déguisée en magnificence. Et il a fait emprisonner Fouquet. Fouquet a passé le reste de sa vie en prison. Pourquoi? Parce qu'il avait violé la première loi. Il avait éclipsé le maître. C'est exactement ce que je faisais. Stéphane ne m'a pas emprisonné, mais il a fait quelque chose de pire. Il a commencé à me saboter. Lentement, subtilement. Les emails que j'envoyais à la direction étaient perdus. Les réunions où j'aurais pu présenter mon travail, je n'y étais pas invité. Les nouvelles tâches importantes, elles allaient à d'autres. Et progressivement, invisiblement, Stéphane reprenait le contrôle narratif. Il racontait que c'était lui qui guidait l'équipe, que les projets réussissaient grâce à sa direction, que j'étais juste un exécutant. Et voici le plus cruel, ça marchait. Au bout de 3 mois, mon statut avait complètement changé. Je n'étais plus la star silencieuse. J'étais devenu menaçant aux yeux de Stéphane. Et dans une hiérarchie, le maître ne tolère pas les menaces. Il les élimine. C'est alors qu'on m'a offert un nouveau projet. Un projet en province, loin du siège, loin du pouvoir décisionnel. C'était une promotion sur le papier. En réalité, c'était un exil. J'ai accepté. Débile de ma part, mais j'étais jeune. Je ne voyais pas le piège. Un mois après ma relocalisation, j'étais chez ma mère pour le week-end. Elle lisait un livre, un gros livre blanc et doré, les 48 lois du pouvoir. Pourquoi tu lis ça? J'ai demandé. Elle m'a regardé. Parce que ton père m'a dit que je comprendrais mieux comment les gens fonctionnent. Je l'ai feuilleté juste par curiosité. Et là, j'ai lu la loi 1, ne surpasse jamais le maître. Et j'ai compris. Immédiatement, tout ce qui m'était arrivé n'était pas de la malchance,
C'était l'application d'une loi universelle, une loi qui avait détruit Nicolas Fouquet, une loi qui avait guidé les décisions de Stéphane, même s'il ne la connaissait pas explicitement. J'ai continué à lire. Loi 2. Ne fais jamais confiance à tes amis. Apprends à utiliser tes ennemis. Ça m'a frappé comme une balle, parce que je l'ai comprise. Stéphane n'était pas mon ennemi. Il était quelqu'un au-dessus de moi. Donc sa trahison était programmée dans la structure même du pouvoir Green l'explique. Les ennemis, tu les vois venir. Leurs intentions sont claires. Les amis, eux, peuvent te poignarder sans que tu le sentes venir, parce que tu ne les surveilles pas. Loi 7. Fais travailler les autres, mais revendique le crédit. C'était ce que Stéphane faisait, et c'était ce que j'aurais dû comprendre bien avant. Loi 11. Rends-toi indispensable. C'était mon erreur. J'avais essayé de devenir indispensable en montrant ma supériorité, mais la vraie indispensabilité, ce n'est pas d'être visible, c'est de rendre le maître tellement dépendant de toi qu'il ne peut pas se débarrasser de toi parce qu'il a besoin de toi, pas parce que tu l'intimides. Ce soir-là, j'ai volé le livre à ma mère. J'ai lu les 48 lois une par une. Et chaque loi était un miroir, un reflet de ce que j'avais fait de mal. Chaque loi était une leçon que les puissants appliquaient déjà et que les faibles ignoraient complètement. C'est à cet instant que j'ai compris quelque chose. Ce livre ne décrivait pas comment être moral. Il décrivait comment le monde fonctionne réellement. Et si tu ignores comment il fonctionne, tu es un pion. Tu es une victime de gens qui ont lu ce livre, ou pire, qui le vivent intuitivement. Voici comment je vois le pouvoir après avoir compris les 48 lois. Le pouvoir est un équilibre sur une corde raide suspendue au-dessus d'un abîme. Si tu es un maître au sommet, tu dois constamment maintenir ton équilibre. Tu dois surveiller tous ceux qui montent vers toi, parce que chaque personne qui monte trop haut devient une menace pour ton équilibre. Si tu l'aides à monter trop haut, elle peut te déstabiliser. Et quand tu tombes d'une corde raide, tu tombes dans le vide. C'est la loi ainsi Nicolas Fouquet. C'est Louis XIV qui l'observe avec terreur et pensant « Cet homme monte trop haut. S'il continue, c'est moi qui vais tomber. » Et la réaction est prévisible. Le maître pousse celui qui monte trop haut, pas parce qu'il est cruel, mais par instinct de survie. Les 48 lois du pouvoir, c'est le manuel de cet équilibre. La loi 3 cache tes intentions. Pourquoi? Parce que si les autres savent vers où tu vas, ils peuvent te couper la route. La loi 4 parle moins que nécessaire. Pourquoi? Parce que chaque mot que tu prononces révèle quelque chose. Et chaque révélation te rend vulnérable. La loi 5 protège ta réputation comme ta vie. Pourquoi? Parce que la réputation est le socle sur lequel tu maintiens ton équilibre. Si ta réputation s'écroule, tu tombes. La loi 8 force ton adversaire à venir à toi. Pourquoi? Parce que quand tu viens à quelqu'un d'autre, tu quittes ton terrain stable. Tu entres sur sa corde raide à lui. Et une corde raide, ça ne peut supporter qu'une personne à la fois. La loi 13 motive par intérêt personnel. Pourquoi? Parce que la gratitude est un sentiment fugace. L'intérêt personnel, lui, est permanent. Si quelqu'un a intérêt à ce que tu restes en vie, il ne te poussera pas du haut de la corde. La loi 15 écrase complètement ton ennemi. Pourquoi? Parce qu'un ennemi blessé mais vivant peut revenir et te déstabiliser. Mieux vaut qu'il soit complètement hors du jeu. Chaque loi est une technique pour maintenir l'équilibre, pour ne pas tomber, pour ne pas être poussé. Et les gens qui ne connaissent pas ces lois, ils tombent tous les jours sans même comprendre pourquoi. Il y a des lois dans le livre de Green qui sont rarement citées publiquement, parce qu'elles sont trop crues, trop honnêtes, trop dangereuses. Loi 12 utilise l'honnêteté sélective et la générosité pour désarmer ta victime. Écoute comment ça fonctionne. Tu es honnête avec quelqu'un sur une chose insignifiante. Tu lui montres de la générosité sur un point où ça ne te coûte rien. Cette personne se sent comprise, acceptée, confiante. Et à ce moment, quand sa garde est baissée, tu frappes. Pas physiquement, stratégiquement. Tu utilises cette confiance pour avancer tes intérêts. C'est manipulatoire, c'est immoral. Et c'est ce que les plus puissants font chaque jour.
Loi 14. Fais-toi passer pour un faux ami et sois un vrai espion. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui rapporte tout. À qui? À celui qui l'a envoyé. Et comment? En se faisant passer pour ton ami. Il connaît tes secrets, tes peurs, tes ambitions, et il les utilise contre toi, pas directement, mais indirectement, auprès de celui qui compte vraiment. Pourquoi c'est efficace? Parce que tu ne le vois pas venir, parce que tu crois que c'est ton ami. Loi 16, fais-toi désirer. C'est la loi de la rareté. Si tu es disponible tout le temps, tu n'as aucune valeur, mais si tu es rare, mystérieux, distant, les gens te désirent. Cléopâtre le savait. Elle ne se montrait que rarement. Elle orchestrait ses apparitions. Et quand elle arrivait, les hommes les plus puissants d'Égypte et de Rome oubliaient pourquoi ils étaient venus. Ils étaient hypnotisés. Loi 20. Ne t'engage à personne. C'est la loi la plus isolante et la plus puissante. Si tu t'engages à une cause, tu deviens prévisible. Tu deviens un otage de cette cause. Mais si tu restes indépendant, si tu fais valoir que tu ne peux t'engager à aucun côté, soudain, les deux côtés te courtisent et tu obtiens des concessions des deux. Loi 24. Joue le parfait courtisan. Il y a une manière de parler, de se vêtir, de se comporter, qui fait que les gens au pouvoir se sentent confortables autour de toi. C'est l'art de la cour. Tu dois être un miroir pour eux, faire que leur réalité se reflète dans tes actions. Pas de manière évidente, mais suffisamment pour qu'ils se sentent compris. C'est une danse très ancienne. Loi 31. Contrôle les options. Donne aux autres l'illusion du choix, c'est peut-être la loi la plus sophistiquée. Tu présentes 3 options à quelqu'un, 3 portes. L'une mène à ton objectif, une autre aussi, la troisième aussi. Peu importe laquelle il choisit, tu gagnes. Mais lui, il croit qu'il contrôle son destin. C'est ce que les meilleurs vendeurs font, ce que les meilleurs politiciens font, ce que les meilleurs amoureux font aussi. Loi 33. Découvre le point faible de chacun. Chaque personne a une faiblesse. Pas physique, psychologique. C'est peut-être l'insécurité. C'est peut-être l'amour. C'est peut-être la vanité. Quand tu trouves ce point faible, tu trouves le levier. Et avec le levier, tu peux soulever n'importe quel poids. Loi 35. Maîtrise l'art du timing. Tu peux faire la bonne chose au mauvais moment et ça devient catastrophique, mais la même chose au moment parfait, c'est du génie. Les gens croient, Monty, que c'était du destin. C'était du timing. Et le timing, c'est une science. C'est observer, attendre, puis frapper quand l'opportunité est ouverte. Loi 39. Crée des remous pour attraper des poissons. Chaos. C'est un outil. Si tu crées du chaos autour de toi, les gens sont déstabilisés. Et quand les gens sont déstabilisés, ils font des erreurs. Et quand ils font des erreurs, toi qui avais anticipé le chaos, tu as une avance sur eux. Loi 44. Déstabilise et confond par l'effet miroir. Tu fais ce que l'autre personne fait. Tu penses comme elle. Tu parles comme elle. Tu becomes un reflet tellement parfait d'elle-même qu'elle pense voir quelqu'un qu'elle comprend. Quelqu'un de compatible. Et c'est quand elle se sent la plus à l'aise, toi, tu frappes. C'est manipulatoire. C'est calculé. Et c'est partout autour de toi chaque jour. Après avoir lu ces 48 lois, j'ai compris que j'avais été un amateur dans le jeu du pouvoir. J'avais violé presque toutes les lois fondamentales et j'avais payé le prix. Mais j'avais aussi compris quelque chose de plus important. J'avais maintenant le manuel. À mon nouveau poste, en province, j'ai commencé à appliquer les lois, pas la loi 1 uniquement, pas non plus la loi 11, pas même la loi 7, non. J'ai appliqué toutes les lois, stratégiquement, une à la fois. D'abord, j'ai appliqué la loi 2, ne fais pas confiance aux amis, apprends à utiliser tes ennemis. Mon nouveau directeur avait une rivale, une femme qui visait aussi le poste de direction régionale. J'ai observé et j'ai compris que ce n'était pas une ennemie. C'était quelqu'un avec qui je pouvais créer une alliance, basée sur l'intérêt mutuel. Je n'ai pas cherché à la trahir, je n'ai pas cherché à l'aider non plus. J'ai simplement fait connaître, discrètement, qu'existait un troisième personnage capable de faire progresser les deux, et j'ai commencé à recevoir des informations, pas parce qu'elle me faisait confiance,
mais parce qu'elle pensait que j'étais un pion dans son jeu. Ensuite, la loi 4 parle moins que nécessaire. J'ai arrêté de me vanter de mes accomplissements. J'ai laissé les autres les découvrir. Quand on me posait des questions, je répondais simplement, sans embellissement. Cette discrétion a créé du mystère, et le mystère crée du pouvoir. La loi 7 fait travailler les autres, mais revendique le crédit. J'ai commencé à construire une équipe. Je leur présentais les projets comme si c'était leur projet. Je me positionnais comme un guide, un mentor. Mais quand les résultats arrivaient, je m'assurais que je figure quelque part dans la narration, pas au premier plan, mais suffisamment. Et progressivement, les gens pensaient que c'était mon équipe qui faisait le travail, mais que j'étais le cerveau derrière la loi 11. Rends-toi indispensable. Mais j'ai appliqué cette loi correctement cette fois. Je n'ai pas essayé d'impressionner. J'ai essayé de rendre mon directeur dépendant. Je me suis assuré que les processus critiques passaient par moi. Pas de manière agressive, juste de manière naturelle. Et progressivement, quand mon directeur recevait des questions de la part de sa hiérarchie, il me les posait directement, parce qu'il savait que j'avais la réponse. Au bout de 2 ans, j'ai reçu une promotion, pas en tant que concurrent, mais en tant qu'allié indispensable de la direction. Et Stéphane, mon ancien patron, il n'a jamais su pourquoi, il n'a jamais su que j'avais appliqué consciemment, méthodiquement, les lois qu'il n'avait jamais eu besoin de lire, parce qu'il les vivait intuitivement, sans conscience. C'est ça qui m'a fait réaliser. Les 48 lois du pouvoir ne sont pas une théorie. Elles sont une description scientifique du comportement humain dans les hiérarchies, et tu peux les ignorer et perdre. Ou tu peux les comprendre et contrôler. Maintenant tu comprends pourquoi ce livre est interdit dans les prisons américaines. Ce n'est pas parce qu'il enseigne la criminalité. Ce n'est pas parce qu'il encourage la violence. C'est parce qu'il déverrouille la conscience. Il montre aux gens que le système dans lequel ils vivent, le système de hiérarchie, fonctionne selon des principes précis. Et une fois que tu connais ces principes, tu peux les utiliser. Et ça devient dangereux. Parce que les institutions préfèrent que tu sois ignorant, que tu travailles dur, que tu sois loyal, que tu crois que tu seras récompensé, que tu sois une victime consentante d'un système que tu ne comprends pas. Mais dès que tu comprends comment ça marche, dès que tu connais les 48 lois, tu as le choix, tu peux continuer à être victime, ou tu peux jouer le jeu consciemment. Et voici ce qui est encore plus intéressant. Dans les prisons, ce livre est interdit. Mais pourquoi? Parce que les détenus y apprendraient comment manipuler les gardiens, comment créer des alliances, comment prendre le contrôle, sans violence physique, comment dominer par la stratégie, c'est plus puissant qu'une arme. Les 48 lois du pouvoir sont interdites parce qu'elles te donnent du pouvoir sans armes, sans force, juste avec la connaissance. Et le pouvoir est être partagé. Mais je dois te dire quelque chose d'important, quelque chose que beaucoup de gens qui lisent ce livre ne comprennent pas. Les 48 lois du pouvoir peuvent aussi te détruire. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre comprendre une loi et l'appliquer. Si tu appliques la loi 15 trop brutalement, écrase complètement ton ennemi, tu peux créer des ennemis invisibles, des gens qui t'en veulent secrètement, mais qui cachent leurs ressentiments. Et les ennemis invisibles sont les plus dangereux. Si tu appliques la loi 12 sans nuance, utilises l'honnêteté sélective pour manipuler, tu deviens une marionnette contrôlée par tes propres schémas de manipulation. Tu perds contact avec ce que tu penses vraiment. Tu deviens toxique, même pour toi-même. Si tu appliques la loi 20, ne t'engage à personne, tu peux finir seul. Tellement seul qu'il n'y a plus de sens à ton pouvoir. Le pouvoir sans connexion humaine, c'est juste du vide. J'ai vu des gens, des vrais gens, des PDG, des politiciens, des influenceurs, qui ont appliqué ces lois sans comprendre le coût. Le coût, c'est ton humanité. Et c'est pour ça que Green termine son livre avec la loi 48. Assume la non-forme. C'est quoi la non-forme? C'est comprendre que tu n'es pas juste un jeu de stratégie, que tu n'es pas juste un calculateur de pouvoir,
que tu dois rester fluide, adaptable, humain, parce que le pouvoir sans humanité n'est que tyrannie, et la tyrannie a une durée de vie limitée. Voici ce que les 48 lois ne t'enseignent pas. D'abord, tu es déjà en compétition. Tu ne décides pas si tu veux jouer le jeu du pouvoir. Tu joues déjà dès que tu es né dans une société hiérarchisée, tu es un joueur. La seule question, c'est si tu joues consciemment ou inconsciemment. Deuxièmement, tout le monde s'en fout de toi, c'est déprimant, je sais, mais c'est libérateur aussi, parce que ça signifie que personne ne pense à toi autant que tu penses à toi. Ton patron n'attend pas que tu le trahisses. Il s'attend à ce que tu avances tes intérêts. Ton collègue ne t'aime pas plus qu'il ne s'aime lui-même. Et tes amis, ils ont leurs propres agendas. Une fois que tu acceptes ça, tu arrêtes d'être une victime de leur indifférence, tu les vois clairement. Troisièmement, l'information est le vrai pouvoir, pas l'argent, pas le statut, l'information. Celui qui sait ce que les autres ne savent pas a un avantage insurmontable. C'est pour ça que la loi 3 est si puissante. Cache tes intentions, parce que chaque intention révélée est de l'information donnée à un potentiel adversaire. Quatrièmement, le temps est ton allié invisible. Les gens pressés perdent. Pourquoi? Parce qu'ils révèlent leurs intentions par urgence. Mais si tu peux attendre, si tu peux être patient, le temps travaille pour toi. Les alliés changent, les ennemis baissent leur garde, les opportunités arrivent. C'est la loi 35, mais c'est aussi une loi non écrite. La patience est un super pouvoir, cinquièmement. Il existe une hiérarchie invisible au-dessus de la hiérarchie visible. Dans chaque organisation, il y a une structure formelle et une structure informelle. Les gens au pouvoir dans la structure informelle sont parfois plus puissants que ceux du sommet officiel. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlent les informations. C'est pour ça que le secrétaire du PDG est parfois plus puissant que les directeurs. Il sait des choses. Il contrôle le flux d'informations. Sixièmement, la loi 1 est la plus importante, mais aussi la plus mal comprise. Ne surpasse jamais le maître. Ça ne signifie pas d'être faible, ça signifie d'être intelligent, ça signifie de faire le travail, de créer de la valeur, mais de laisser le maître recevoir le crédit jusqu'au moment où tu es prêt à le remplacer. Et quand tu es prêt, tu ne le remplaces pas de l'intérieur, tu crées dans ta propre hiérarchie, tu deviens toi-même le maître ailleurs. Les 48 lois du pouvoir, ce ne sont pas des lois interdites, ce sont des lois ignorées. Et c'est bien pire, parce qu'une loi interdite, c'est quelque chose qu'on te cache, quelque chose qu'on a peur que tu découvres. Mais une loi ignorée, c'est quelque chose que tu passes à côté, même quand elle te regarde droit dans les yeux, et c'est le cas de la plupart des gens. Je connais des gens qui ont lu ce livre 3 fois, ils me disent « c'est intéressant », et puis ils retournent à leur vie. Ils continuent à surpasser leur maître. Ils continuent à faire confiance à leurs amis. Ils continuent à parler trop. Ils continuent à se montrer vulnérables parce que comprendre quelque chose, ce n'est pas la même chose que de l'intégrer. Intégrer, c'est faire en sorte que ça devienne un réflexe, un instinct, un comportement automatique, et c'est difficile. Pendant longtemps, après avoir lu les 48 lois, j'ai aussi compris, théoriquement mais pas pratiquement. J'ai su ce qu'il fallait faire, mais j'ai continué à faire l'inverse. L'habitude est plus forte que la connaissance. Mais peu à peu, application par application, j'ai changé. Et voici ce qui s'est passé. Le monde autour de moi a commencé à changer aussi. Les gens qui me sous-estimaient ont commencé à me respecter, pas parce que je suis devenu plus fort physiquement, parce que j'étais devenu plus stratégique. Les opportunités qui passaient à côté de moi ont commencé à s'arrêter, pas par chance, parce que je savais comment les attirer. Les ennemis qui m'attendaient au coin m'ont attaqué moins souvent. Pas parce qu'ils avaient oublié, parce qu'ils voyaient que j'étais préparé. Et les alliances que j'ai créées, elles ont duré. Pas par loyauté, parce qu'elles étaient basées sur l'intérêt mutuel. Mais voici ma dernière révélation, et c'est la plus importante. Tu peux connaître toutes les 48 lois, tu peux les appliquer parfaitement, tu peux devenir un maître du pouvoir, et tu peux toujours perdre. Pourquoi? Parce qu'il existe une 49e loi, non écrite, non enseignée. Une loi que même Green n'a peut-être pas comprise. Et c'est
tout ce qui monte finit par redescendre. Chaque position de pouvoir, chaque hiérarchie, chaque empire. Tous redescendent finalement, Rome a chuté. Les dynasties chinoises sont tombées. Les PDG les plus puissants finissent en prison ou en oubli. Alors pourquoi ? Pourquoi connaître les 48 lois si tout s'écroule de toute façon ? Parce que c'est le jeu, c'est pas le but qui compte. C'est comment tu joues. Et si tu joues en ignorant les lois, tu souffres, gratuitement pour rien. Mais si tu joues en les connaissant, en les comprenant, même en les appliquant parfaitement, au moins tu sais pourquoi tu gagnes et pourquoi tu perds. Ça rend la vie plus supportable, ça rend le jeu moins aléatoire. Et c'est tout ce que n'importe qui peut demander. Donc je te pose la question, maintenant que tu connais les 48 lois, maintenant que tu comprends comment fonctionne réellement le pouvoir, maintenant que tu sais que tu jouais déjà le jeu sans même le savoir, que vas-tu faire ? Vas-tu continuer à vivre en ignorant ces lois, à être un pion inconscient dans le jeu des autres, ou vas-tu changer ton approche, même un petit peu? Et si tu changes, est-ce que ça te rend meilleur, ou est-ce que ça te rend juste plus efficace à faire ce que les autres font déjà? Est-ce que la différence entre connaître les lois et les appliquer, c'est la différence entre liberté et esclavage? Ou est-ce que c'est la même cage, juste avec une meilleure vue? Parce que honnêtement, je n'ai toujours pas la réponse, et c'est peut-être le truc le plus honnête que je peux te dire.